Une équipe d'archéologues au Mexique a pris une décision qui allait changer l'histoire. Ils montèrent dans des véhicules blindés avant l'aube entourés de policiers fédéraux armés et s'enfoncèrent dans un territoire contrôlé par l'un des cartels de substances illicites les plus violents et dangereux du Mexique. Leur destination était une grotte cachée à 2700 mètres d'altitude dans les montagnes. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur obligerait les scientifiques à réécrire les manuels et à admettre que tout ce que nous pensions savoir sur la découverte de l'Amérique était complètement erroné. La grotte interdite. Haut dans les montagnes, Astillero du centre du Mexique, là où l'air se raréfie et où les températures chutent en dessous de zéro, même. En été, existe une grotte que le temps a oubliée. La grotte de Chiquihuite se trouve à une altitude de 2740 mètres. La grotte de Chiquihuite est une grotte très intéressante car elle est située en haute altitude et se trouve à plus de 2700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Environ 9000 pieds au-dessus du niveau de la mer, près d'un kilomètre plus haut que le fond de la vallée qui s'étend en contrebas. Située dans le bassin endoréique de Concepción del Oro dans l'état de Zacatecas. Ce site isolé était connu des villageois locaux depuis des générations, bien que peu d'entre eux se soient aventurés dans ces chambres sombres. La difficulté d'y accéder combinée aux conditions extrêmes à une telle altitude a assuré que les secrets qu'elle renfermait restaient intacts pendant des millénaires. La grotte elle-même est une merveille du temps géologique. Au fil de millions d'années, l'eau de pluie légèrement acide a lentement dissous le substrat rocheux de carbonate de calcium, creusant deux immenses chambres interconnectées par un patient processus d'érosion chimique. Chaque chambre mesure plus de 50 mètres de large et 15 mètres de haut, créant un espace semblable à une cathédrale au cœur de la montagne. Les parois scintillent d'une teinte grisâtre due aux dépôts minéraux, et les sols sont couverts d'anciens stalagmites qui ont poussé vers le haut pendant des milliers d'années comme des doigts de pierre tendus vers le plafond. Ces formations carbonatées se révéleraient essentielles pour comprendre la chronologie de la grotte, comme le nota plus tard. Avec émotion, le docteur Cyprien Ardelean sous les Spéléothèmes, on marche sur le Pléistocène. Mais ce qui rend cette grotte vraiment extraordinaire, c'est ce qui s'est passé il y a environ 12 000 ans. Un énorme éboulement a scellé l'entrée originelle peut-être déclenché par un tremblement de terre ou simplement par l'érosion lente du flanc de la montagne au-dessus. Cette catastrophe naturelle a transformé la grotte de Chiquihuite en une capsule temporelle presque parfaite. La température à l'intérieur reste constante à 12 degrés Celsius toute l'année, indépendamment des variations saisonnières à l'extérieur. Tout ce qui était enfoui sous ces sols de stalagmites avait été parfaitement préservé, attendant dans l'obscurité que quelqu'un le découvre. L'effondrement qui a scellé la grotte deviendrait à la fois une bénédiction et un défi pour les chercheurs qui seraient forcés d'entrer par une entrée secondaire et d'effectuer des manœuvres d'excavation à haut risque pour éviter de provoquer de nouveaux éboulements. La position de la grotte dans le bassin endoréique de Concepción del Oro, un système de drainage fermé où l'eau s'accumule sans s'écouler vers l'océan, en faisait partie d'un paysage plus vaste qui aurait été radicalement différent pendant l'âge glaciaire. Des lacs et des sources chaudes parsemèrent la vallée en contrebas, fournissant des points d'eau à la mégafaune qui parcourait ces anciennes forêts. L'altitude de la grotte signifiait que même si les vallées pouvaient être inondées pendant les périodes humides, les occupants de Chiquihuite restaient en sécurité et au sec, observant le paysage changeant depuis leur refuge montagneux. En mai 2010, un archéologue d'origine roumaine nommé le docteur Cyprien Ardelean entendit des rumeurs de la part des villageois locaux au sujet d'une grotte haut perchée dans les montagnes. Il avait passé des années à étudier le passé préhistorique du Mexique. Nous faisons partie d'une équipe internationale travaillant sur le site de la grotte de Chiquihuite dans l'état de Zacatecas lors de fouilles dirigées par le docteur Cyprien Ardelean à l'Université autonome de Zacatecas, spécialisée dans la présence humaine précoce mal comprise dans cette région. Quelque chose dans les descriptions des villageois captura son imagination. Lorsqu'il atteignit enfin la grotte après une épuisante ascension de 4 heures à pied à travers un terrain accidenté, il remarqua quelque chose d'étrange qui fit battre son cœur plus vite. Éparpillées parmi les rochers près de l'entrée de la grotte se trouvèrent des pierres qui n'avaient rien à faire là. Elles étaient de couleur verdâtre et noirâtre, faites d'un calcaire cristallisé distinctif très différent du substrat rocheux local. Plus important encore, elles semblaient avoir été façonnées par la main de l'homme. 2 ans plus tard, en 2012, Ardelean revint avec une petite équipe pour entamer des investigations formelles. Au départ, ils ne cherchaient pas du tout des artefacts. Ils étaient mince venus extraire des échantillons de pollen anciens qui pourraient révéler le climat pendant l'âge glaciaire. Mais en commençant à creuser des sondages dans le sol de la grotte, ils réalisèrent qu'ils étaient tombés sur quelque chose de bien plus significatif.
Les premières découvertes furent des pierres inhabituelles de fabrication étrange, des plaques transversales plus larges que longues, contrairement à tous les outils typiquement trouvés sur les sites anciens d'Amérique. Le travail s'était financé en partie par le Conseil national mexicain de la science et de la technologie et soutenu par l'Institut national mexicain d'anthropologie et d'histoire. Le projet officiellement nommé Projet archéologique des chasseurs du Pléistocène de l'Altiplano Nord avait déjà identifié plus de 30 sites de chasseurs-cueilleurs dans le bassin endoréique, tous enregistrés auprès de l'INAH. Mais la grotte de Chiquihuite allait s'avérer de loin la découverte la plus significative et la plus controversée de toutes. Au début, ils ne trouvèrent que quelques pierres éparses, puis des dizaines, puis des centaines. Les pierres continuaient d'apparaître couche après couche, enfouies de plus en plus profondément dans les sédiments. Au moment où ils terminèrent les fouilles lors des campagnes suivantes menées en 2016, 2017 et 2019, ils avaient récupéré près de 1900 objets en pierre, lames et racloirs, pointes de projectiles et débris issus de la fabrication d'outils. La collection représentait un type de culture matérielle jamais vu auparavant dans les Amériques, sans similitudes évidentes, avec aucun autre complexe culturel connu dans le monde entier. Lorsque l'équipe envoya des échantillons pour datation au radiocarbone, les résultats revinrent avec des chiffres qui semblaient impossibles. L'équipe collecta 46 échantillons de datation au radiocarbone provenant d'os d'animaux, de charbon de bois et de sédiments organiques trouvés aux côtés des outils. Ils obtinrent également 6 datations supplémentaires par luminescence stimulée optiquement qui mesurent quand le sédiment a été exposé pour la dernière fois à la lumière du soleil en détectant les signatures de radiation accumulées dans les grains de quartz. Les deux méthodes de datation reposant sur des principes physiques entièrement différents donnèrent des résultats concordants. Les outils les plus anciens étaient scellés sous une couche protectrice de boue au fond même de l'excavation. Une modélisation statistique bayésienne, une approche sophistiquée qui combine plusieurs lignes de preuves chronologiques, estima que les humains étaient arrivés pour la première fois dans la grotte entre 30 et 1 000 et 33 000 ans avant notre ère. Plus de 200 spécimens d'outils en pierre furent retrouvés sous une couche archéologique correspondant au dernier maximum glaciaire qui s'est produit entre 26 500 et 19 000 ans avant notre ère. Selon tous les manuels, tous les consensus scientifiques, toutes les théories acceptées sur la migration humaine vers les Amériques, cela ne pouvait pas être vrai. Les humains n'étaient pas censés avoir atteint l'Amérique du Nord avant environ 15 000 ans avant notre ère. Ces outils vont précéder cette chronologie de 15 000 ans supplémentaires. S'ils étaient exacts, cela signifierait que les humains étaient arrivés dans les Amériques 2 fois plus tôt que quiconque ne le croyait possible et avant même la divergence génétique entre les ancêtres des Amérindiens et les Asiatiques de l'Est. Mais obtenir les preuves pour démontrer cette théorie exigerait quelque chose qu'aucun archéologue n'avait jamais tenté auparavant. Cela exigerait des années de fouilles dans l'un des endroits les plus dangereux de la planète. Au cœur du territoire des cartels, les montagnes Astilleros se trouvent au cœur de l'État de Zacatecas, une région qui s'était transformée en zone de guerre. Pendant les années exactes où Ardelean devait mener ses fouilles, Zacatecas devint l'un des champs de bataille les plus violents du Mexique. Les cartels se livraient à des guerres brutales pour le contrôle des routes de trafic vers les États-Unis. Les chiffres racontent une histoire terrifiante. Les homicides à Zacatecas ont triplé entre 2012 et 2022. Rien que dans les 10 premiers mois de 2020, 948 personnes furent tuées. Des corps étaient pendus au pont à travers tout l'État. Dans un incident, une voiture contenant 10 corps torturés fut abandonnée juste devant le bureau du gouverneur de l'État. Des villages entiers devinrent des villes fantômes, alors que les habitants fuyaient la violence. Les membres des cartels peignaient leurs acronymes sur les murs criblés de balles des maisons abandonnées, Tel était le paysage que le docteur Ardelean devait traverser pour atteindre sa grotte, une zone de guerre où les étrangers étaient automatiquement considérés comme des ennemis potentiels, où la mort pouvait survenir lors d'une rencontre fortuite sur une route de montagne, où la quête de connaissances anciennes exigeait de risquer sa vie. Le docteur Mikkel Winter Pedersen, généticien de l'université de Copenhague, qui rejoignit l'expédition pour analyser des échantillons d'ADN anciens, décrivit plus tard l'expérience terrifiante d'atteindre le site. Il expliqua qu'ils étaient accompagnés par des policiers dans des voitures blindées jusqu'au pied de la montagne, leurs véhicules hérissés d'armes. Ils partaient avant le lever du soleil pour entamer l'épuisante ascension de 4 heures jusqu'à la grotte afin de ne pas être repérés par les guetteurs des cartels postés dans les montagnes qui considéraient les étrangers sur leur territoire comme des menaces à interroger ou à éliminer. Chaque expédition était un pari calculé avec leur vie. Pendant 10 ans, Ardelean continua de revenir malgré le danger.
Parfois, ils passaient des mois à vivre à l'intérieur même de la grotte, dormant sur le sol calcaire froid, tout en excavant méthodiquement couche après couche de sédiments anciens son monde réduit aux outils, en pierre et à la stratigraphie, tandis que la violence faisait rage dans les vallées en contrebas. Il décrivit plus tard la découverte comme très proche de la découverte du Saint Graal de l'archéologie américaine, le genre de trouvaille qui arrive une fois par génération si elle arrive. Le danger était réel et permanent. Plusieurs de ses collègues le pressèrent d'abandonner le projet, l'avertissant qu'aucune découverte archéologique ne valait la peine de mourir. Mais les artefacts continuaient d'émerger de la terre et chacun exigeait des réponses qui ne pouvaient être trouvées qu'en poursuivant le travail. Il n'était pas le premier archéologue à affronter de tels dangers pour comprendre le passé humain. En 2015, l'archéologue syrien Khaled al-Assad, âgé de 82 ans, fut décapité par Daesh pour avoir refusé de révéler l'emplacement des antiquités de Palmyre qu'il avait étudiées et aimées pendant des décennies. En 1997, une équipe d'archéologues travaillant près du site Maya del Cayo au Mexique fut attaquée par des villageois suspicieux, battus à coups de crosse de fusil et faillit être tués. Ils s'échappèrent seulement en fuyant à travers la rivière vers le Guatemala. Ardelean connaissait ces risques. Il les accepta néanmoins, poussé par la conviction que comprendre notre passé valait les dangers du présent. Ardelean connaissait les risques. Il les accepta néanmoins et, année après année, la grotte livra davantage de ses secrets. Les artefacts impossibles, lorsque la collection complète fut enfin rassemblée, elle contenait 1930 fragments de calcaire que l'équipe identifia comme des outils en pierre. Ce n'étaient pas des roches grossières cassées au hasard par des forces naturelles. Elles montraient des preuves d'un artisanat sophistiqué, plateformes préparées et techniques de martelage doux, avec des outils en bois ou en os, retouches intentionnelles le long des bords. Environ 30% présentaient des signes d'usure réels par coupe ou raclage. Les outils se divisaient en 2 couches chronologiques distinctes qui racontaient différentes parties d'une histoire extraordinaire. La couche la plus récente, datant d'environ 12 000 à 16 000 ans avant notre ère, contenait environ 88% de la collection. Ces artefacts représentaient probablement les phases ultérieures d'occupation plus proche dans le temps de l'arrivée des ancêtres des Amérindiens modernes. Mais c'était la couche la plus ancienne qui changeait tout. Datant de 16 000 à 33 000 ans avant notre ère, ce dépôt plus profond contenait 239 outils confirmés, dont ce que les chercheurs décrivent comme la pièce bifaciale la plus ancienne rapportée à ce jour dans les Amériques. Une pierre travaillée sur les 2 faces avec des techniques nécessitant une grande habileté et une planification. L'équipe collecta 46 échantillons de datation au radiocarbone provenant d'os d'animaux, de charbon de bois et de sédiments trouvés aux côtés des outils. Ils obtinrent également 6 datations supplémentaires par luminescence stimulée optiquement qui mesurent quand le sédiment a été exposé pour la dernière fois à la lumière du soleil en détectant les signatures de radiation accumulées dans les grains de quartz. Les 2 méthodes de datation reposant sur des principes physiques entièrement différents donnèrent des résultats concordants. Une modélisation statistique bayésienne combina toutes les preuves et estima que les humains étaient arrivés pour la première fois dans la grotte entre 30 et 1 000 et 33 000 ans avant notre ère. Une équipe internationale de 28 chercheurs provenant d'institutions telles que l'Université d'Oxford, l'Université de Copenhague et le Wellcome Trust Sanger Institute vérifia les résultats par un examen rigoureux par les pairs. Leur article fut publié dans le prestigieux journal Nature en juillet 2020, déclenchant immédiatement un débat intense au sein de la communauté archéologique. Mais voici ce qui rendait la découverte vraiment étrange. Ces outils ne ressemblaient à rien de ce que les archéologues avaient vu auparavant dans le monde entier. Ils ne correspondaient pas aux célèbres pointes Clovis, ces élégantes pointes de lance cannelées qui dominaient l'Amérique du Nord il y a 13 000 ans. Ils ne correspondaient pas non plus au style de taille d'outils d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, ni même du nord-est de l'Asie, d'où seraient originaires les ancêtres des Amérindiens. L'équipe de recherche nota que la collection révèle des compétences avancées de débitage appliquées à une matière première difficile dans une industrie lithique auparavant inconnue, qui n'a subi que de légers changements sur des millénaires. Quelqu'un avait développé une façon entièrement unique de fabriquer des outils. Ils avaient perfectionné cette technologie pendant des milliers d'années, la transmettant à travers d'innombrables générations, puis ces quelqu'un avaient disparu complètement, ne laissant ni descendants ni traces de leur artisanat distinctif dans le reste du registre archéologique. Tout le monde n'était pas convaincu par ces affirmations extraordinaires. Une équipe de 20 chercheurs dirigée par James C. Chatters lui-même, célèbre pour avoir étudié les restes anciens de l'homme de Kennewick,
publia une critique détaillée arguant que les objets étaient des géofacts, c'est-à-dire des roches naturellement fracturées par des processus géologiques comme la chute du plafond de la grotte et l'impact sur d'autres roches en dessous. Ils soulignèrent l'absence troublante de foyers, le manque d'os d'animaux portant des marques de découpe et surtout l'absence totale de ADN humain dans aucun échantillon de sédiments. Ardelin répondit. Le matériau lithique provenait de l'extérieur de la grotte, prouvant un transport humain. Plus de 90% des artefacts étaient faits d'une pierre verdâtre ou noirâtre moins courante dans la géologie locale, suggérant une sélection délibérée. Le débat se poursuit encore aujourd'hui. Les survivants de l'âge glaciaire. Pour comprendre ce à quoi ces anciens visiteurs ont été confrontés, il faut imaginer à quoi ressemblait le monde il y a 30 000 ans. Le dernier maximum glaciaire s'étendait approximativement de 26 500 à 19 000 ans avant notre ère, l'un des climats les plus rigoureux que l'humanité ait jamais enduré. Les températures mondiales étaient en moyenne 6 degrés Celsius plus froides. 8% de la surface terrestre était ensevelie sous la glace contre 3% aujourd'hui. Le niveau des mers avait baissé d'environ 125 mètres, révélant d'immenses ponts terrestres. La calotte glaciaire laurentidienne recouvrait tout le Canada à l'est des Rocheuses, s'étendant jusqu'à Manhattan et aux rivières Missouri et Ohio, contenant entre 26,5 et 37 millions de kilomètres cubes d'eau gelée. Le climat était plus froid et surtout beaucoup plus sec que tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Les déserts s'étendaient sur une grande partie du globe, l'humidité étant emprisonnée dans d'énormes calottes glaciaires. La forêt amazonienne s'était considérablement rétrécie, perdant plus de la moitié de sa couverture. Les températures hivernales dans de nombreuses régions chutaient de 10 à 20 degrés Celsius en dessous des conditions actuelles. Les précipitations ne représentaient que 20% des valeurs actuelles, créant des paysages d'aridité nus et balayés par les vents. Mais le Mexique n'était pas recouvert de glace. Au lieu de cela, il s'était transformé en un paysage totalement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. L'analyse de l'ADN cyanide, ancien extrait du pollen des sédiments de la grotte, a révélé qu'il y a 30 000 ans, le paysage autour de la grotte de Chiquihuite ne ressemblait en rien aux montagnes désertiques arides d'aujourd'hui. Des sapins de Douglas poussaient là une espèce qui n'existe plus nulle part au Mexique, ayant reculé vers le nord à mesure que les températures se réchauffaient à la fin de l'âge glaciaire. Les forêts abritaient genévriers, pins et épicéas, créant un environnement boisé, frais et brumeux. Les données paléo-environnementales montraient des conditions rappelant l'actuel Ouest canadien ou le Nord-Ouest Pacifique des États-Unis et la Terre était peuplée de géants. Des mammouths colombiens parcouraient les forêts et les prairies, mesurant plus de 4 mètres au garrot et pesant jusqu'à 12 tonnes et demie, leur magnifique défense courbée vers le ciel. Des paresseux terrestres géants atteignaient 3 mètres de haut, se déplaçant lourdement dans le sous-bois. Des chevaux anciens différents mais apparentés aux chevaux modernes paissaient aux côtés de chameaux qui avaient évolué en Amérique du Nord des millions d'années plus tôt. Des chats à dents de sabre et des loups terribles chassaient ces herbivores dans un écosystème extraordinaire aujourd'hui disparu à jamais, sauf dans les eaux fossilisées. Pour des humains adaptés à cet environnement, la grotte de Chiquihuite était inestimable. L'entrée faisait face à l'opposé des vents dominants qui apportaient les tempêtes de l'ouest. La température intérieure restait constante à 12 degrés Celsius même pendant les blizzards qui faisaient rage dehors. Le professeur Willerslev la décrivait comme peut-être le plus ancien hôtel des Amériques. Les gens venaient de façon saisonnière, l'utilisant comme abri hivernal ou camp de base pour la chasse lors des migrations animales. Les dépôts de charbon datant de 12 000 à 32 000 ans avant notre ère témoignent d'innombrables feux allumés contre le froid glaciaire. L'ADN environnemental extrait des sédiments de la grotte a dressé un portrait vivant de ce monde perdu. L'équipe a trouvé des traces génétiques d'animaux qui partageaient le paysage avec les visiteurs humains-ours cherchant refuge dans des grottes voisines, petits mammifères filant dans le sous-bois, chauves-souris nichant dans les recoins sombres. La présence de phytolithes de palmiers, restes microscopiques de plantes, dans tous les échantillons à l'intérieur de la grotte était particulièrement intrigante car les palmiers ne poussent pas à de telles altitudes aujourd'hui. Ils devaient avoir été apportés par les visiteurs humains peut-être comme matériaux pour tisser ou restes de nourriture collectés à plus basse altitude, fournissant une preuve subtile mais convaincante d'activité humaine dans ce refuge ancien. Les dépôts de charbon à travers la grotte datant de 12 000 à 32 000 ans avant notre ère racontent l'histoire d'innombrables feux allumés par des mains humaines en quête de chaleur pendant les hivers glaciaires impitoyables. Les gens qui ont disparu. Voici le mystère troublant au cœur de cette découverte.
Les personnes qui ont fabriqué ces outils n'ont laissé absolument aucune trace génétique. Aucune. Zéro. Elles n'ont rien contribué à l'ADN des Amérindiens modernes. Elles ont simplement disparu. L'équipe du docteur Ardeléen a extrait de l'ADN ancien des couches de sédiments à l'intérieur de la grotte. Ils ont trouvé du matériel génétique d'ours noirs, de rongeurs et de chauves-souris de campagnols et de rats kangourous. Mais l'ADN humain était totalement absent. Pas d'os, pas de dents, pas de restes momifiés, rien qui puisse nous dire qui étaient ces gens ou d'où ils venaient. Ardeléen a admis la vérité sans détour. Nous ne savons pas qui ils étaient, d'où ils venaient, ils sont ni où ils sont allés. Ils sont une énigme complète, a-t-il déclaré. Nous supposons à tort que les populations indigènes actuelles sont les descendants directs des premiers Américains. Mais maintenant, nous ne pensons plus que ce soit le cas. Plusieurs théories tentent d'expliquer cette disparition énigmatique. La plus probable est que ces premiers arrivants représentaient une colonisation ratée, une population qui est arrivée, a survécu pendant de nombreuses générations, mais s'est finalement éteinte sans laisser de descendants. De petites populations, peut-être seulement quelques dizaines d'individus à un moment donné, ont traversé vers les Amériques pendant une brève fenêtre d'opportunité. Elles ont survécu des milliers d'années dans des poches isolées, apprenant le paysage et ses ressources. Mais leurs effectifs n'étaient jamais assez importants pour établir une présence permanente sur le continent. Les généticiens des populations appellent cela la règle 50-500 000. Une population a besoin d'au moins 50 individus reproducteurs pour éviter l'extinction due à la dépression de consanguinité à court terme, l'accumulation de mutations génétiques nocives lorsque des proches se reproduisent. Il faut au moins 500 individus pour maintenir la santé génétique sur de nombreuses générations, offrant assez de diversité pour s'adapter aux changements et résister aux maladies. En dessous de ces seuils, on entre dans ce que les scientifiques appellent le vortex d'extinction, une spirale auto-renforçante de déclin. Chaque génération devient plus vulnérable, la diversité génétique diminue, la fertilité chute, et finalement la population s'éteint simplement. Un hiver particulièrement rude, où le gibier était rare, une chasse ratée à un moment critique, une épidémie n'importe lequel de ces facteurs aurait pu mettre fin aux gens de Chiquihuite pour toujours. Ou peut-être ont-ils survécu assez longtemps pour rencontrer la vague suivante de migrants. Vers 16 000 ans avant notre ère, les ancêtres des Amérindiens modernes ont commencé à arriver par des routes côtières le long du Pacifique. Ces nouveaux arrivants avaient des populations plus importantes et potentiellement une technologie plus avancée. Les gens de Chiquihuite ont peut-être été progressivement déplacés, leur culture oubliée, leur lignée absorbée ou éliminée entièrement. Le silence du registre archéologique sur cette question est absolu. Terre sacrée. Une question a hanté l'équipe de recherche tout au long de leur investigation: pourquoi cette grotte à 2700 mètres d'altitude nécessitant des ascensions périlleuses à travers ce qu'Ardeléen décrivait comme des tempêtes horribles avec grêle et neige, ce n'était pas un abri de commodité quelconque. Des dizaines d'endroits plus faciles existaient dans les vallées en contrebas où l'eau était plus accessible et le gibier plus abondant. Pourtant, les gens revenaient sans cesse à la grotte de Chiquihuite, génération après génération, pendant peut-être 16 000 ans. Plus longtemps que toute l'histoire humaine enregistrée. La position stratégique de la grotte offrait certes des avantages pratiques. Depuis son entrée, on pouvait voir à des kilomètres à travers la vallée en contrebas, offrant une vue dégagée sur le paysage environnant. Les prédateurs approchant les animaux dangereux ou les bandes rivales pouvaient être repérés bien avant leur arrivée, donnant aux habitants le temps de préparer des défenses ou de fuir. L'isolation naturelle procurait une chaleur salvatrice pendant les hivers glaciaires quand les températures extérieures plongeaient bien en dessous de zéro et que survivre à l'air libre aurait été difficile, voire impossible. Mais il y avait peut-être plus que l'utilité pratique qui attirait les gens dans cette chambre montagneuse isolée. À travers les Amériques, les grottes ont eu une signification spirituelle profonde pour les peuples indigènes depuis des millénaires. Les Mayas croyaient que les grottes étaient des entrées vers Xibalba, le royaume souterrain des morts où résidaient les esprits et où l'on pouvait accéder aux forces surnaturelles. Ils construisaient des portails de pierre élaborés à l'intérieur des systèmes de grottes pour reproduire le voyage mythologique à travers les 9 chambres de l'au-delà, y menant des rituels d'une importance capitale dans ces espaces sombres. Les Aztèques croyaient que l'humanité elle-même était sortie de Chicomostoc, le lieu des 7 grottes, point d'origine mythologique, d'où les divers peuples nahuas avaient commencé leur migration. Le mot nahuatl pour communauté, altépetl, signifie littéralement montagne remplie d'eau, combinant les images de grottes et d'eau en un seul concept sacré.
Peut-être que les gens de Chiquihuite, des dizaines de milliers d'années avant ces civilisations ultérieures, voyaient grotter quelque chose de sacré dans cette chambre haute et isolée. Peut-être que des chamans grimpaient ici pour communier avec les esprits dans l'obscurité profonde, cherchant vision et guidance pour leur peuple. Peut-être que d'importants rituels marquant les transitions de la vie, naissance, passage à l'âge adulte mort, se déroulaient à l'intérieur de ces parois anciennes. La préférence sélective pour des pierres verdâtres et noirâtres rares dans la géologie locale suggère que ces couleurs pouvaient avoir une signification spirituelle ou esthétique que nous ne pourrons jamais pleinement comprendre. Les preuves archéologiques à travers les Amériques montrent que les anciens choisissaient à rendre délibérément des emplacements difficiles pour les sites sacrés. L'effort requis pour y accéder faisait partie de leur pouvoir, un pèlerinage démontrant la dévotion et créant une séparation avec la vie ordinaire. Les chercheurs ont constaté que les peintures rupestres correspondaient souvent à des endroits de résonance acoustique maximale, où les sons résonnent et se transforment de manière qui devait sembler surnaturelle aux anciens. Nous ne saurons jamais exactement ce qui attirait les gens vers la grotte de Chiquihuite pendant des milliers d'années, mais quelque chose en elle comptait profondément pour eux, quelque chose qui valait l'ascension. Réécrire l'histoire. Pendant la plus grande partie du XXe siècle, les archéologues s'accordaient sur une histoire simple et élégante concernant le peuplement des Amériques. Les humains ont traversé de Sibérie en Alaska via le pont terrestre de Bering il y a environ 13 000 ans, marchant entre des calottes glaciaires en recul à travers un corridor qui s'ouvrait au fur et à mesure que les glaciers fondaient. Ces migrants ont créé les pointes de lance Clovis, distinctives des armes en pierre finement ouvragées et cannelées trouvées à travers l'Amérique du Nord. Ils étaient les premiers Américains. Affaire classée. Cette théorie est aujourd'hui morte. Les premières fissures sont apparues dans les années 1970, lorsque l'archéologue Tom Dillehay a commencé à fouiller Monteverde dans le sud du Chili. Ce qu'il a trouvé a stupéfié le monde scientifique, une structure de tente de 18 mètres de long, abritant environ 30 personnes des restes de plantes préservées dont une pomme de terre sauvage de 13 000 ans et l'empreinte d'un enfant pressé dans l'argile. Un aperçu intime de la vie ancienne figée dans le temps. Le site datait de 14 500 ans avant notre ère, au moins 1000 ans avant Clovis. L'establishment scientifique a d'abord résisté farouchement, certains critiques envoyant des lettres anonymes exigeant le renvoi de Dillehay. Mais en 1997, une délégation de 12 spécialistes respectés a visité le site et validé ses découvertes. La théorie Clovis First a commencé à s'effondrer. Puis est venu le Rock Shelter de Meadowcroft en Pennsylvanie avec des datations remontant à 16 000 à 19 000 ans. Puis les grottes de Paisley en Oregon où de l'ADN humain a été extrait de fesses fossilisées datant de 14 300 ans, preuve génétique d'une présence pré-Clovis. Puis est arrivée la bombe de White Sands, Nouveau-Mexique. En 2021, les chercheurs ont annoncé la découverte d'empreintes humaines au parc national de White Sands datant de 21 000 à 23 000 ans avant notre ère. Les empreintes étaient intercalées avec des traces de mammouths et de paresseux géants, montrant que humains et mégafaune partageaient le même paysage ancien. La plupart des empreintes avaient été faites par des adolescents et des enfants préservés dans la boue d'un ancien rivage de lac. Une piste extraordinaire montrait une femme portant un tout petit sur plus d'1 000 à travers les vasières, posant l'enfant de temps en temps pour se reposer ses empreintes, devenant plus profonde à chaque fois qu'elle le reprenait à cause du poids ajouté. Les critiques ont remis en question la datation initiale qui reposait sur des graines de plantes aquatiques pouvant absorber du carbone ancien. Mais des études en 2023 et 2025, utilisant plusieurs techniques indépendantes, datation au radiocarbone du pollen terrestre et luminescence stimulée optiquement, ont toutes confirmé la même fourchette d'âge. 55 échantillons au radiocarbone soutiennent désormais ces datations. Aujourd'hui, la grotte de Chiquihuite menace de repousser encore plus loin la chronologie. Si Ardelean a raison, les humains ont atteint les Amériques, non pas il y a 20 000 ans, non pas 25 000 ans, mais il y a plus de 30 000 ans. Cela précéderait la divergence génétique entre les ancêtres des Amérindiens et les Asiatiques de l'Est, nous obligeant à réimaginer complètement comment et quand les gens sont arrivés pour la première fois dans l'hémisphère occidental. La théorie dominante actuelle implique une migration côtière le long de ce que les scientifiques appellent l'autoroute des algues. Plutôt que de marcher à travers les champs de glace intérieure, les premiers Américains ont peut-être voyagé en bateau le long des côtes du Pacifique, suivant des écosystèmes productifs de forêts de kelp riches en poissons, coquillages, oiseaux marins et mammifères marins. Une étude de 2023 a identifié 2 fenêtres optimales pour ce voyage, une entre 24 500 et
2000 ans avant notre ère, une autre entre 16 400 et 14 800 ans avant notre ère. Les gens de la grotte de Chiquiluit ont peut-être arrivé pendant cette fenêtre plus ancienne. Ils ont peut-être été parmi les tout premiers humains à poser le pied dans les Amériques. Et puis, pour des raisons que nous ne comprendrons peut-être jamais, ils ont disparu complètement, ne laissant derrière eux que leurs outils et un mystère persistant qui continue de défier tout ce que nous pensions savoir. Après avoir entendu cette histoire, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Cette découverte change-t-elle votre vision de l'histoire humaine ?